Alors, pour le TD de mercredi après-midi, 5 janvier, on va terminer donc la correction du TD numéro 13 et on va donc attaquer par l'exercice numéro 6. Dans cet exercice numéro 6, on va s'intéresser au déplacement d'une embarcation, d'un petit bateau type aviron. Alors, le skiff avec un seul rameur et le bateau à 8 rameurs et un barreur, donc il y a 9 personnes dessus. Alors, pour commencer, on vous donne des indications bien sûr sur les dimensions de ces bateaux, sur la masse de ces bateaux. Et on vous indique surtout les records du monde de vitesse moyenne. Alors bien sûr, les courses se font pas sur 100 mètres, mais sur 2000 mètres. Et donc le record du monde de vitesse moyenne, donc 17,4 km/h en moyenne sur 2000 mètres pour le skiff, 21,4 km/h de vitesse en moyenne, record du monde pour le bateau à 8 rameurs et un barreur. Alors on peut être surpris, puisque le record de vitesse pour le bateau à 8 rameurs est un peu plus élevé, mais pas beaucoup plus, alors qu'il y a quand même, d'un point de vue moteur, quand même 8 paires de bras ici et puis une seule paire de bras ici. On va essayer d'expliquer le phénomène. Alors d'abord, on vous demande de retrouver l'expression du nombre de Reynolds, expliquer sa signification et son rôle. Donc ça, c'est pour les écoulements externes. Donc ça, c'est plutôt une question de cours. Alors on va revenir un petit peu là-dessus. Alors le nombre de Reynolds, c'est la masse volumique du fluide externe sur la viscosité du fluide externe. V0, c'est donc la vitesse soit de l'obstacle par rapport au fluide fixe, soit la vitesse du fluide par rapport à l'obstacle fixe, peu importe, ce qu'on appelle aussi le vent relatif, donc la vitesse du fluide par rapport à l'obstacle. Et L, c'est la longueur caractéristique de l'obstacle. Alors pour le nombre de Reynolds d'un écoulement externe autour d'un obstacle type bateau, on prend la longueur du bateau. Ensuite, pour retrouver cette expression, pour expliquer d'où elle vient, on va reprendre donc le PFD appliqué à une petite goutte, en projection donc sur l'axe des X, en considérant que l'écoulement est laminaire, qu'on peut prendre l'expression d'un écoulement laminaire unidirectionnel en coordonnées cartésiennes. On considère que la force de pression se compense avec le poids pour la petite goutte, et on obtient donc une équation de diffusion. Alors cette équation de diffusion, bien sûr, on ne sait pas la résoudre, mais on peut en déduire une relation entre le temps caractéristique de diffusion, taux diff, et une distance caractéristique de diffusion, delta diff. Donc la viscosité, effectivement, est bien un phénomène de diffusion, de quantité de mouvement. Donc c'est bien parce qu'entre les gouttes, on échange des molécules, donc on échange de la quantité de mouvement, qu'il existe une action, une interaction, une force entre les gouttes en contact, en friction, dans un écoulement visqueux. Et c'est ce qui caractérise cette équation de diffusion et cette relation. Donc on peut évaluer ce qu'on appelle un taux diff, un temps de diffusion, un temps caractéristique pour que la viscosité puisse s'opérer sur une distance delta diff. Alors de la même façon, on peut estimer un temps caractéristique de convection. Alors la convection, c'est ce qu'on va observer macroscopiquement à l'œil nu, quand on va voir des gouttes de fluide se déplacer à l'œil nu, une goutte colorée par exemple. Et bien cette goutte colorée, pour se déplacer sur la même distance delta diff, eh bien elle va mettre un temps delta diff sur V0, en considérant que la vitesse caractéristique de cette goutte, c'est V0. Et ensuite, l'idée, c'est de faire le rapport des deux temps, donc de faire taux diff sur taux convection, donc de faire le rapport entre le temps caractéristique pour que la diffusion puisse s'opérer sur une distance, L, sur le temps caractéristique de convection pour que la convection puisse s'opérer sur la même distance, L. Et on compare les deux. Et la comparaison des deux, c'est le nombre de Reynolds, en fait, puisqu'on va bien retrouver mu V0L sur eta. Le nombre de Reynolds, c'est une évaluation, c'est une estimation, c'est un ordre de grandeur, c'est pas quelque chose de strict. Mais ça permet, effectivement, comme vous vous en souvenez, de classer des types d'écoulements. Alors, pour un écoulement externe, donc par exemple de l'eau autour du bateau, quand il est plus petit que 1, on peut considérer que l'écoulement est laminaire. On en déduit donc à ce moment-là que le taux diff il est petit devant le taux convection, donc la diffusion de quantité de mouvement, donc la viscosité a tout le temps d'opérer. Les gouttes sont en contact suffisamment longtemps pour bien échanger, pour avoir le temps d'échanger des molécules, et donc d'avoir des fluctuations de vitesse entre les gouttes pas trop fortes. On dit alors qu'il n'y a pas trop de fluctuations de champ des vitesses. Le champ des vitesses est donc bien régulier, il est bien défini, les lignes de courant s'observent bien, il n'y a donc pas de chaos. Alors lorsque le nombre de Reynolds est compris entre 1 et 1000, on dit qu'on est sur un écoulement externe transitoire, donc là effectivement le temps de diffusion il augmente, il faut donc plus de temps pour que les gouttes puissent échanger des molécules et pour que la viscosité puisse être efficace, et ça devient un petit peu délicat. La viscosité commence à être moins efficace, les gouttes sont moins en contact, ont moins le temps d'échanger des molécules, il y aura des fluctuations de vitesse plus importantes entre les gouttes, un peu plus de chaos, mais pas encore trop, mais un peu plus de chaos. On commencera à observer des sillages tourbillonnaires derrière les obstacles, par exemple derrière le bateau. Et enfin, quand le nombre de Reynolds est supérieur à 1000, donc très très grand, là l'écoulement est turbulent.
Donc là, le temps de diffusion est beaucoup plus grand que le temps de convection. Donc là, les gouttes n'ont vraiment pas le temps d'échanger beaucoup de molécules. Les fluctuations de vitesse sont très fortes, tellement fortes que ça devient très chaotique. On ne peut plus observer les lignes de courant, on ne peut plus définir de champ des vitesses. L'écoulement est turbulent, chaotique. Et le sillage derrière l'obstacle, il est turbulent, avec des zones de turbulence. Alors les zones de turbulence, elles sont non reproductibles. C'est-à-dire que si vous les observez le matin, sur un écoulement stationnaire, le soir, si vous voulez à nouveau observer ce sillage turbulent, vous observerez un sillage turbulent, mais pas tout à fait le même. Vous n'aurez pas la même chose sur la photo, par exemple. C'est caractéristique d'un phénomène chaotique. Bien. Dans la deuxième question, on vous demande d'évaluer donc ce nombre de Reynolds pour l'écoulement externe d'eau autour du skiff et autour du bateau 8 rameurs. Avec les caractéristiques qu'on vous a données, on a des nombres de Reynolds énormes, 3,9 10 puissance 7, 1,2 10 puissance 8. Donc là, on est vraiment sur des écoulements qui sont très très turbulents. Alors tellement turbulents hein, qu'on a même vu qu'on allait être certainement dans ce qu'on appelle les zones de crise de traînée au-delà de 10 puissance 7. Hein, c'est-à-dire que là, on est sur un écoulement turbulent avec un CX qui est constant. Ensuite, il y a une crise de traînée, puis une petite remontée avec un CX qui redevient constant, mais plus petit qu'avant. C'est ce qu'on appelle effectivement la traînée réduite. On va certainement être en traînée réduite. Alors, je ne vous cache pas que c'est intéressant hein, pour les bateaux, puisque qui dit traînée réduite, comme pour un avion, dit moins de résistance, donc moins d'efforts à faire pour se déplacer à vitesse constante. Que peut-on dire donc sur le CX des deux embarcations? Alors on prendra plutôt le smooth cylinder en pointillé, hein, puisque ça ressemble plus à une espèce de demi-cylindre qu'à une sphère, hein, l'obstacle, et on prendra donc en traînée réduite, comme vous pouvez le voir, un CX de 1. On prendra 1 pour les deux bateaux d'ailleurs, parce qu'on constate que ça dépend pas, ça dépend plus du nombre de Reynolds. Quand on est en traînée réduite, quel que soit le nombre de Reynolds, le CX ne change plus. Ensuite, dans la troisième question, on veut déterminer la surface de référence, donc le mètre couple de chaque bateau, et on considère alors que la poussée d'Archimède est valable. Alors en effet, ici, l'idée, pour évaluer cette surface de référence, le mètre couple, donc je vous rappelle que c'est la surface qui est perpendiculaire au vent relatif, hein, donc c'est la section droite perpendiculaire au vent relatif de l'obstacle. Donc par exemple, ici, si c'est le bateau vu de coupe avec l'axe des X qui caractérise le déplacement du bateau vers vous, là vous avez de l'eau, là vous avez l'air, c'est bien la surface hachurée en vert. Elle est bien perpendiculaire au vent relatif, donc à l'écoulement externe, et c'est bien donc la surface qui est immergée, qui est en contact avec le fluide. Alors évidemment, c'est cette surface qu'on va retrouver dans la force de traînée, hein, c'est pour ça qu'on vous demande de l'évaluer. Alors pour l'évaluer, eh bien on applique le PFD au bateau avec les rameurs, etc. En projection sur l'axe des Z, on suppose qu'on est en translation rectiligne uniforme, qu'il n'y a pas de déplacement selon Z, donc pas d'accélération. Donc en fait, on a le poids et la résultante des forces de pression exercées par l'eau sur la coque du bateau ici, qui se compensent. Et c'est cette résultante des forces de pression, qu'on pourrait appeler portance, puisqu'elle va être perpendiculaire à la traînée, donc au vent relatif, qu'on peut assimiler, c'est un peu tiré par les cheveux, hein, mais qu'on peut assimiler à la poussée d'Archimède, en première approximation. Mais on constate que quand on fait cette approximation, les résultats sont assez cohérents, donc ça marche relativement bien. Alors je vous rappelle que la poussée d'Archimède, c'est la résultante des forces de pression, mais uniquement dans le cas de la statique des fluides dans un référentiel galiléen. Là, clairement, on n'est pas en statique des fluides puisque l'eau se déplace évidemment autour du bateau puisqu'on a un écoulement externe. Mais on fait cette approximation, alors on l'avait dans l'interro de mardi matin, hein, donc je vous ai dit, on la retrouve assez souvent, cette proposition. On a alors le poids du bateau mg qui est égal à la résultante des forces de pression sur le bateau qu'on assimile à la poussée d'Archimède, donc le poids de l'eau qui occuperait le volume immergé. Donc la surface S hachurée en vert fois la longueur évidemment du bateau pour avoir tout le volume immergé, LS, μg. On en déduit donc une évaluation de cette surface S, M sur mu L. Alors ce qui nous donne 0,0105 m² pour le skiff. Alors pour cela j'ai pris pour la masse 14 kg pour le bateau, plus 70 kg pour l'athlète. Alors là on est évidemment sur des prises d'initiative de vous, hein. Si vous prenez 80 kg, c'est pas grave, c'est vous qui décidez de prendre une masse pour le rameur, une masse cohérente. Et pour le 8 rameur, j'ai pris 8 fois 70 kg, plus 60 kg pour le barreur. Le barreur, c'est plutôt une crevette, hein, c'est plutôt quelqu'un qui... Le but, évidemment, c'est qu'il synchronise l'action, le geste des 8 rameurs, donc il n'est pas là pour apporter du poids, en général, il est plutôt léger. Donc j'ai 716 kg. Ah, là, on se rend compte quand même que ce bateau, il va être beaucoup, beaucoup plus lourd que le skiff. Ce qui nous donne évidemment une surface de référence beaucoup plus grande, puisqu'elle est presque 3 fois plus grande, 0,0358 m². On passe ensuite à la partie intéressante, puisque on va vous demander d'évaluer la puissance moyenne développée par le recordman du monde de skiff, donc le seul rameur. Alors pour cela, on va appliquer donc
le théorème de l'énergie mécanique au système rameur plus skiff dans le référentiel terrestre galiléen en translation rectiligne uniforme à la vitesse V0 maximale. Donc la dérivée par rapport au temps de son énergie mécanique est nulle, puisque donc son énergie cinétique ne varie pas, son altitude ne varie pas. C'est donc égal à la somme des puissances, donc toutes les puissances intérieures, toutes les puissances extérieures. Donc la puissance intérieure, c'est la puissance du rameur, la puissance physique, musculaire, exercée par le rameur. Et puis comme action extérieure, évidemment, la puissance de la portance, elle est nulle, puisque la portance, si on l'assimile à la poussée d'Archimède, puisque c'est la résultante des forces de pression, elle est perpendiculaire au déplacement, il n'y a pas de puissance de la portance. On néglige la traînée de l'air, puisque la viscosité de l'air est 1000 fois plus faible que la viscosité de l'eau, presque 1000 fois plus faible, donc on néglige la traînée de l'air. De toute façon, si on ne vous donne pas d'indication sur la viscosité de l'air, c'est qu'on néglige la traînée de l'air, on ne prend en compte que la traînée de l'eau. Et c'est là que la force de traînée de l'eau, c'est 1/2 de mu S Cx V0 carré, donc fois la vitesse pour avoir la puissance, donc V0 au cube. Le Cx, on a dit qu'on prenait 1, mu c'est la masse volumique de l'eau, S c'est le mètre couple, la surface de référence que l'on vient d'évaluer. Pour le skiff, on trouve donc 593 watts pour la puissance développée par le rameur. Alors vous qui êtes des athlètes, des sportifs, vous savez que maintenir un effort de 300 à 400 watts pendant 1 minute, c'est très très difficile. Donc là, on va considérer que le recordman du monde de skiff, il a réalisé un effort presque surhumain. Donc, une puissance, surtout qu'il a dû la maintenir pendant 2000 mètres. Donc c'est vraiment un effort très très important. L'objectif, c'est d'appliquer la même chose au système bateau 8 rameurs, avec bien sûr les 8 rameurs et le barreur. Même chose, le théorème de l'énergie mécanique, donc le taux de variation de l'énergie mécanique est nul. Par contre là, on va prendre comme puissance musculaire, comme puissance interne, 8 fois la puissance d'un rameur. Alors on va considérer que les 8 rameurs sont au niveau du recordman du monde de skiff, ce qui est peu probable, alors on pourra critiquer tout à l'heure. Et même chose, la traînée de l'eau. Et pour la traînée de l'eau, même formule, par contre, j'ai pas le même S, j'ai pas le même mètre couple. Mais j'ai le même CX, on l'a vu tout à l'heure, sur la courbe du nombre de Reynolds. Ce qui me donne une vitesse de 23,1 km/h. Donc le résultat est cohérent, puisque le vrai record est plus faible, un petit peu plus faible, puisqu'il est à 21,4. Donc si les 8 rameurs avaient la même puissance que le recordman du monde de skiff, on pourrait atteindre donc au maximum une vitesse de 23,1 km/h. L'autre condition, c'est la synchronisation parfaite entre les 8 rameurs. C'est comme si vous aviez un moteur à 8 pistons et les 8 pistons qui sont décalés, qui ne sont pas en phase. Et c'est pour ça que le barreur, il est là pour imprimer un rythme régulier, un peu comme un chef d'orchestre, pour essayer d'avoir un mouvement parfaitement synchronisé du 8 rameurs. Donc en synchronisation parfaite, on atteindrait 23,1 km/h. Alors bien sûr, le vrai record est un peu en dessous, puisque la synchronisation n'est pas parfaite. Évidemment, il y a des maillons faibles, les 8 rameurs, ils n'ont pas tous une puissance de 596 watts en moyenne sur les 2000 mètres. Mais on a pu expliquer pourquoi le recordman du monde de vitesse du bateau à 8 rameurs n'est pas si énorme que ça. Alors on voit bien que le problème, c'est la traînée de l'eau. L'eau est un fluide très visqueux et se déplacer dans l'eau, c'est difficile, vous vous en rendez compte quand vous voulez nager. Alors on a trouvé une solution révolutionnaire depuis quelques années, évidemment, c'est le foil. Alors le foil qu'on va retrouver sur des bateaux, qu'on va retrouver sur des windsurf, qu'on va retrouver sur des kitesurf. Alors là, l'exemple d'un bateau qui court la course de l'America. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs foils. Alors il y en a un qui a été relevé, justement, c'est pour ça que la photo est intéressante. Il y en a un qui est plongé dans l'eau, il y en a un devant qui est plongé aussi. Et là, on constate effectivement que la coque du bateau, en grande partie, elle est plus dans l'eau. Donc le mètre couple, la surface de référence, elle est très très faible. Donc la traînée de l'eau est très très faible et c'est pour ça qu'on atteint des records de vitesse impressionnants avec ces bateaux. Alors est-ce que ce sont encore vraiment des bateaux? Est-ce qu'on peut pas plutôt parler d'espèces d'avions? Alors en effet, quand on regarde le foil c'est une espèce de petite aile, ça ressemble à une petite aile d'avion. Et là, elle est relevée, et effectivement, c'est comme une aile d'avion dans l'eau. Il y aura un effet de portance qui va soulever le bateau une fois qu'il atteint une vitesse suffisante. Et en soulevant le bateau, on a uniquement la traînée de l'eau sur les foils. Alors bien sûr, les surfaces de référence n'ont rien à voir avec le cas où la coque serait complètement plongée dans l'eau. Alors, c'est tellement puissant, c'est tellement efficace les foils que effectivement, ils sont obligés d'en relever parfois quelques-uns durant les courses, parce que sinon la portance serait trop forte. Et là, le bateau, il serait plus du tout en contact avec l'eau. Alors là, je crois qu'il y a des problèmes dans le règlement international, parce que là, évidemment, s'il n'y a plus de contact avec l'eau, c'est un avion, puisqu'à ce moment-là, il est en contact dans l'air, il est plus en contact dans l'eau. Voilà ce petit aparté, cette petite remarque concernant le fonctionnement des foils. Alors, on va pouvoir passer à l'exercice suivant.
Alors l'exercice suivant, bah, la transition est faite, hein, c'est un avion. Donc là, clairement, l'écoulement externe, c'est de l'air autour d'un avion. Et on va s'intéresser donc à la phase d'ascension d'un avion. Il fait 500 kg, donc c'est plutôt un ULM, hein, c'est plutôt un petit avion. On suppose qu'il n'y a pas de vent. On vous donne la masse volumique de l'air, la viscosité de l'air. Alors 2 10-5 poids-œil, l'eau c'est 10-3. Alors je dis une petite bêtise, hein, c'est pas 1000 fois, on est plutôt à 100 fois, 100 fois plus faible. Donc on peut évidemment négliger la traînée de l'air devant la traînée de l'eau, hein, évidemment. Mais bon, je dis une petite bêtise ici. L'envergure des ailes, donc 5 mètres, une corde de 1 mètre, donc effectivement c'est un petit avion. Il est en train de monter donc dans l'air avec un angle de 37 degrés par rapport à l'horizontale terrestre. On donne les courbes donc du coefficient de portance CZ, du coefficient de traînée CX, en fonction de l'incidence de l'aile qu'on appelle alpha ici, et pas I, c'est pas grave, pour un nombre de Reynolds de 2 10 puissance 6. Donc par rapport au cours, on avait vu tout un tas de courbes pour des différents nombres de Reynolds. Là, le nombre de Reynolds, il est donné. Et évidemment, c'est celui de l'écoulement d'air externe dans cette situation. Et on néglige la traînée sur le fuselage, ce qui n'est pas tout à fait correct. En réalité, il y a une traînée sur le fuselage non négligeable, et pour simplifier, on la néglige. Et on vous donne l'accélération de la pesanteur. Et avec ces données-là, on vous demande de déterminer la puissance développée par le moteur de l'avion. Donc de trouver la puissance du moteur nécessaire à cette ascension. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de vent extérieur ici. Vous avez compris que c'était l'objet d'une interro il y a quelques années. Donc on commence par faire un schéma. Alors sur ce schéma, on a le sol terrestre, la verticale ascendante, l'accélération de la pesanteur, la trajectoire de l'avion avec l'angle bêta égale 37 degrés, le vent relatif. Alors on considère évidemment que l'avion est en translation rectiligne uniforme, donc il monte à vitesse constante, sinon c'est pas votre programme, hein. Vous avez simplement la translation rectiligne uniforme. Puisqu'il n'y a pas de vent extérieur, le vent relatif il est opposé, tout simplement. On a alors, pour l'avion que j'assimile à un point ici, donc une force de traînée. Donc c'est la partie de la résultante aérodynamique, donc de la résultante des actions de l'air sur l'avion, qui est dans le sens du vent relatif. La portance, Fp, c'est l'autre partie de la résultante aérodynamique qui, elle, est perpendiculaire au vent relatif. Dirigée vers le haut, évidemment, sinon il ne pourrait pas monter ici. Il y a évidemment le poids, donc la gravitation, qu'on va supposer constante et uniforme, donc il n'est pas à très haute altitude. Et puis une force motrice, sinon on ne voit pas comment il pourrait avancer. Et cette force motrice, elle est bien sûr exercée par le moteur. Alors soit c'est une propulsion type turboréacteur, soit c'est une hélice. Donc l'hélice, évidemment, elle vient frapper l'air. Et d'après le principe d'exertion réciproque, l'air exerce une action sur l'hélice, donc une action sur l'avion. Et donc cette propulsion, cette force motrice. Alors, là aussi, une petite remarque qui n'est pas vraiment au programme, mais c'est vrai que c'est tombé dans un sujet l'année dernière ou il y a 2 ans. En réalité, la force motrice, elle n'est pas collinaire à la trajectoire. Alors, pour ceux qui connaissent les avions, vous le savez bien, ça s'appelle l'angle de calage. Donc, il y a un angle entre l'axe de l'avion et la force motrice. Alors, vous n'avez rien à savoir par cœur, hein, mais bon, si dans un sujet, on vous précise ce genre de schéma. Donc là, par exemple, sur un petit avion à hélice, comme vous pouvez le remarquer, donc l'hélice elle est sur le nez de l'avion, hein. La force motrice, la force de traction, elle est donc dirigée dans ce sens-là. Voilà. Et la corde de l'aile, elle est en pointillé ici. Sur un avion type avion de ligne, donc là vous avez la force motrice F. Alors là les réacteurs ils sont plutôt au niveau des ailes en effet. Et vous avez la trajectoire de l'avion. Et vous voyez qu'entre la force motrice et la trajectoire de l'avion, il y a un angle qu'on appelle l'angle de calage. Alors c'est pas bêta, hein, parce que bêta c'est l'angle entre la force motrice et la corde. Donc l'angle bêta, c'est celui qu'on retrouve ici pour le petit avion et là pour le grand avion. L'horizontale terrestre, on appelle l'assiette de l'avion l'angle entre l'axe de l'avion et l'horizontale, donc entre la force motrice et l'horizontale. On appelle sa pente l'angle entre la trajectoire et l'horizontale. D'accord? Ça veut dire donc que nous, ici, on a confondu l'axe de l'avion avec la trajectoire. Donc, on a confondu l'assiette et la pente. Alors, je vous rassure, hein, vous ne pouvez pas le deviner, c'est pas exigé, vous n'avez pas à le savoir. Mais bon, pour certaines personnes parmi vous qui se destinent à faire de l'aéronautique à très haut niveau, c'est clair de comprendre qu'on ne confond pas l'assiette et la pente en général. Bon, nous, on va confondre l'assiette et la pente, je vous rassure, puisqu'on ne vous a rien précisé dans l'énoncé. D'ailleurs, je n'ai même pas dessiné l'avion, hein. Donc pour nous, l'angle bêta, c'est l'angle entre la trajectoire et l'horizontale terrestre, et c'est aussi l'angle entre l'assiette. Donc on va considérer que la force motrice est collinaire à la trajectoire, ce qu'on ne peut pas faire autrement.
Ensuite, le nombre de Reynolds. Alors, pour l'écoulement externe d'air autour d'un avion, enfin d'une aile d'avion en général, donc masse volumique de l'air, viscosité, V0, donc vitesse de l'avion par rapport à l'air ou vitesse du vent relatif. Ici, il n'y a pas de vent extérieur, donc c'est la vitesse de l'avion par rapport à la Terre. Et L, c'est la corde. Hein, ça, j'y peux rien, hein, c'est la convention. La distance caractéristique ici, c'est bien la corde. Et c'est ça qui vaut 2 10 puissance 6, on vous l'a donné. Donc, on en déduit V0, 33,3 mètres par seconde, 120 km/h. Donc, c'est effectivement une vitesse tout à fait cohérente pour un petit avion type ULM dans l'air en train de monter. Alors, si on projette le PFD appliqué à l'avion dans le référentiel terrestre galiléen sur la direction de la force motrice, alors puisqu'il n'y a pas d'accélération, hein, puisqu'il est à vitesse constante, entre le et qui est uniforme, il n'y a pas d'accélération, donc on a la force motrice, la force de traînée, pas de composante pour la portance, et on a le poids qui va faire intervenir effectivement sinus bêta. Donc la force motrice, moins mg sinus bêta, et moins 1,5 de mu SCX V0 carré pour la traînée de l'air. Hein. La surface S, elle vaut 5 mètres carrés, puisque c'est le produit de l'envergure fois la corde, hein, donc c'est un rectangle si vous voulez. Là aussi, c'est une convention qu'il faut connaître, qu'on vous rappellera dans l'énoncé. Alors, je cherche la force motrice, je connais tout le reste. Ah non, je connais pas CX. Donc en fait, bon, j'ai projeté ça. On va s'en servir, mais pour l'instant, je me rends compte que c'est pas utile. Donc je vais faire la même chose, mais je vais projeter perpendiculairement à la trajectoire. Donc je vais projeter plutôt voilà, selon FP, donc selon la portance. Et là, je constate que j'ai pas de terme de F motrice, pas de terme pour la traînée, j'ai juste le poids. Donc j'ai toujours pas d'accélération, bien sûr, hein, donc je vais avoir 0 égale Fp moins mg cos bêta. La force de portance, c'est 1,5 de mu S CZ V0 carré. Et là, bah, je me rends compte que je vais pouvoir en déduire le CZ. Et le CZ, je vais trouver 1,2. Alors avec un CZ de 1,2, j'ai effectivement une incidence de 8 degrés. Avec une incidence de 8 degrés, eh ben, j'ai effectivement le CX correspondant. Voilà comment on va trouver le CX. Donc j'ai un CX de 0,02 en utilisant la courbe. Alors on rappelle ce que c'est que, alors il l'appelle alpha, mais bon, j'ai mis I pour incidence, 8 degrés. On rappelle que l'incidence, hein, c'est l'angle entre la corde de l'aile et le vent relatif. Donc ici la trajectoire. Mais effectivement, le vent relatif, donc le vecteur V0. En général, les incidences sont pas très fortes, hein, parce que sinon on risque un décrochage de l'aile, et ça peut être très grave. Bah voilà, donc on en déduit la force motrice, pas de problème, en reprenant, puisqu'on a le CX, en reprenant la formule de la projection selon la traînée. Et on trouve 3076 newtons. Alors pour la puissance du moteur, bah, puisqu'on est en translation, c'est la force motrice fois la vitesse, et on trouve 103 kW. Alors puisque un cheval c'est 736 watts, ça fait un moteur de 140 chevaux. Donc pour un petit avion, c'est tout à fait cohérent. Hein. Une petite voiture type Twingo de chez Renault, c'est à peu près 50 chevaux de puissance maximum. Donc là, on imagine qu'il est en train de monter, donc il est certainement très proche de sa puissance maximum. Ce petit avion, on est plutôt aux alentours de 150 chevaux pour les puissances de ce type de petit avion, donc c'est tout à fait cohérent. On va ensuite pouvoir passer à l'exercice sur le Drakkar. Alors, cet exercice, il a fait faire des cauchemars à une promotion de PSI il y a quelques années, parce que je l'avais posé en interro, oui, j'avais osé. Alors, le Drakkar. La difficulté de cet exercice, c'est que là, en fait, il y a deux écoulements externes. On va prendre en compte, bien sûr, l'action de l'eau sur le bateau, comme on a fait tout à l'heure pour le skiff, le bateau 8 rameurs. Mais on va prendre ici l'action de l'air, comme pour l'avion. En fait, on fait un mix de bateau-avion. Alors, effectivement, il y a une voile. Et cette voile, on va considérer dans cet exercice, et c'est proposé dans d'autres exercices, hein, j'ai pas inventé ce type d'exercice non plus, on va considérer que la voile du bateau se comporte un peu comme une aile d'avion. De la même façon qu'on a vu le foil tout à l'heure, le foil qui se comporte aussi comme une aile d'avion dans l'eau. Donc là, effectivement, la voile, c'est comme une aile d'avion dans l'air, et il y a aussi, bien sûr, le bateau proprement dit. Alors, on vous dit que le bateau, il n'a pas de quille, ça c'est pour considérer que c'est un bateau à fond plat, donc ça va être plus simple pour calculer la surface de référence, pour calculer le mètre couple. Il fait 20 mètres de long, 5 mètres de large, il pèse 10 tonnes. Voilà, alors après on vous explique qu'il part, ça fait référence à la série Viking pour ceux qui connaissent. Il part de la Norvège pour aller rejoindre l'Écosse, pour aller envahir l'Écosse. Il y a à peu près 600 km à faire. On va supposer qu'il va se déplacer à vitesse constante par rapport à la Terre, sur une mer calme, donc de l'eau qui est fixe loin de l'obstacle.
Le vent est constant, donc là, attention, il va y avoir du vent. Donc il y a un déplacement de l'air par rapport à la Terre, ce qu'on ne fait pas habituellement en aéronautique, en PSI, mais là, on va le prendre en compte, 50 km/h. Et ce vent, on vous dit qu'il est perpendiculaire à la trajectoire. Ils n'ont pas besoin de ramer, donc il n'y aura pas de puissance motrice exercée par les rameurs ici. Il n'y a pas de moteur non plus, évidemment, sur le Drakkar. Et le vent, il va être perpendiculaire à la trajectoire. On vous donne le CX du bateau, donc on a pris 1, c'est ce qu'on avait pris aussi tout à l'heure pour les avirons. On vous donne la viscosité de l'eau. On pourra utiliser la poussée d'Archimède pour exprimer sa portance, donc pour exprimer le mètre couple, la surface de référence, comme tout à l'heure. La voile du bateau se comporte comme une aile d'avion, donc 30 mètres d'envergure. Alors, il y a une petite différence par rapport à l'énoncé que vous avez peut-être récupéré, parce qu'il y avait une petite erreur. Je m'en suis aperçu, j'avais dû mettre 20 mètres, mais il faut prendre 30 mètres. 7 mètres de corde, et on prendra le profil NACA 4412. Alors ça, bien sûr, c'est un peu grossier, mais ça permet de faire des évaluations. La viscosité de l'air, on prendra 5,5 10-5 poids-œil. Donc vous avez celle de l'eau, celle de l'air, donc on néglige aucune des deux. Et la masse omique de l'air, bien sûr, ça n'a rien à voir avec celle de l'eau, puisque celle de l'eau, c'est 1000 kg par mètre cube. Et le capitaine part à 5 heures, il veut arriver à 17 heures, donc il y aura 12 heures de trajet à vitesse constante. Donc comment le capitaine doit-il orienter la voile par rapport à la trajectoire pour réussir ce voyage? On expliquera qu'effectivement, il pourrait aller plus vite, il pourrait mettre moins de 12 heures pour réaliser ce trajet de 600 km. Alors nous allons commencer par étudier l'action de l'eau. Effectivement, il y a deux actions, il y a deux fluides externes. Il y a l'action de l'eau sur le bateau et l'action de l'air sur la voile. Alors pour l'action de l'eau sur le bateau, on reprend le même raisonnement que tout à l'heure avec les bateaux avirons. On va considérer qu'en appliquant le PFD au bateau en projection sur l'axe vertical, le poids est compensé par la portance, la résultante des forces de pression exercées par l'eau. Et on considère qu'on peut l'assimiler à la poussée d'Archimède, ce qui est une approximation un peu simpliste, mais qui donne de bons résultats. Donc comme tout à l'heure, on en déduit donc S, la surface de référence, donc la section droite perpendiculaire à l'écoulement externe d'eau. Donc la masse sur la masse omique de l'eau, fois L, la longueur du bateau, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, puisqu'il nous faut le volume immergé, et on va trouver 0,5 m². Ensuite, si j'applique ce même PFD donc sur l'axe des X concernant l'action de l'eau, il y a la traînée de l'eau. Traînée de l'eau qui est effectivement donc dans le sens du vent relatif entre guillemets pour l'eau. Donc puisque le bateau se déplace à la vitesse V0 par rapport à l'eau, l'eau se déplace à la vitesse moins V0 par rapport au bateau. Donc la traînée de l'eau elle est bien dirigée comme ceci et elle s'oppose au déplacement du bateau. Et d'ailleurs, c'est le gros problème pour le déplacement des bateaux. C'est pour ça qu'il y a des foils maintenant pour certains types de bateaux. Donc la force de traînée de l'eau, c'est 1/2 de mu O S CX V0 carré. Le S, on vient de l'évaluer, 0,5 m². Le CX, on vous a dit de prendre 1. La masse volumique de l'eau, on la connaît. Pour V0, donc la vitesse du vent relatif, donc la vitesse de l'eau par rapport au bateau, eh bien on prend la vitesse du bateau par rapport à l'eau, par rapport à la Terre, puisqu'on vous dit que la mer est calme. Donc 600 km sur 12 heures, 12 fois 3600 secondes. Donc 13,9 mètres par seconde, donc 50 km/h. Donc ça veut dire que sur ce trajet de 600 km, le Drakkar va se déplacer à la vitesse constante de 50 km/h. C'est beaucoup pour un bateau, mais vous avez dit que le vent était très favorable. On en déduit donc la traînée de l'eau, 48 233 newtons. Alors ça fait quand même 4,8 tonnes, donc effectivement c'est une grosse résistance. Le nombre de Reynolds, mu de l'eau sur état de l'eau LV0, 1,4 10 puissance 8. On a pris la longueur du bateau, évidemment, donc c'est un écoulement externe d'eau qui évidemment est turbulent, et on est certainement dans une situation de traînée réduite, et tant mieux, puisque ça minimise la traînée de l'eau. Voilà pour l'action de l'eau. Alors maintenant on va passer à l'action de l'air, donc sur la voile du bateau. Alors pour l'action de l'air sur la voile du bateau, donc vous avez toujours l'axe des X qui caractérise la trajectoire du bateau, donc la trajectoire de la voile. Et là, attention, on ne va pas confondre le vent relatif avec V0. Pourquoi? Parce que ici, l'air se déplace déjà. Donc là, ici, le vent relatif, par définition, c'est la vitesse de l'air par rapport à la voile. Et là, la vitesse de l'air par rapport à la voile, c'est pas moins V0, puisqu'il y a du vent. Alors, petite loi de composition des vitesses, donc c'est la vitesse de l'air par rapport à la Terre, plus la vitesse de la Terre par rapport au bateau, donc moins la vitesse du bateau par rapport à la Terre. Donc, en effet, le vent relatif pour l'air par rapport au bateau ici, c'est la vitesse du vent moins la vitesse du bateau par rapport à la Terre. Or, la vitesse du vent en norme, elle est égale à V0, 50 km/h, on vient de le voir tout à l'heure. Donc l'angle alpha, il vaut 45 degrés. Alors, en effet,
Si vous dessinez la vitesse du vent, moins V0, le vent relatif, c'est la somme des deux. Vous avez effectivement ici 45 degrés, donc vous avez un triangle rectangle avec la même longueur ici. Donc le vent relatif, c'est racine de V vent carré plus V0 carré, donc 19,6 mètres par seconde, donc 70,7 km/h. Donc vous avez un vent relatif qui est plus élevé que le vrai vent ou que la vitesse du bateau. C'est ça qui est intéressant, bien sûr, en navigation à voile. Donc si on fait un petit dessin, vous avez donc ici le vent relatif, qui fait un angle de 45 degrés donc par rapport à la trajectoire, et un angle de 45 degrés par rapport à la perpendiculaire, donc par rapport au vrai vent. Le vrai vent, hein, qui est la vitesse de l'air par rapport à la Terre. Là, je vous ai remis la traînée de l'eau pour vous y retrouver. Bien, donc l'action de l'air sur la voile de bateau, bah, c'est une force de traînée exercée par l'air, qui est donc toujours dans le sens du vent relatif, donc qui fait un angle de 45 degrés par rapport à la trajectoire. Et vous avez la portance de l'air, FPR. Et comme vous pouvez le constater, la portance de l'air, évidemment, il faut qu'elle soit dans le sens de la trajectoire, parce que c'est elle qui est motrice indirectement ici. Donc c'est bien elle qui est dans le sens de la trajectoire, qui fait aussi un angle de 45 degrés. Là, on n'a pas compliqué, tout est à 45 degrés partout. Et c'est là qu'on se rend compte, évidemment, alors pour ceux qui ont fait de la navigation, donc de la voile, vous le savez bien, mais c'est là qu'on se rend compte que, évidemment, il y a une force supplémentaire, parce que sinon, on ne pourrait pas avoir la somme des forces égale vecteur nul, puisqu'on est à vitesse constante dans le référentiel Thalès-Galiléen, donc il n'y a pas d'accélération. Donc il y a la force exercée par l'eau sur le gouvernail. Donc c'est pour ça que si vous voulez maintenir un cap en bateau, quand il y a du vent, notamment quand il y a beaucoup de vent, il faut fixer le gouvernail. Le gouvernail, en fait, il va indirectement provoquer donc une force du gouvernail sur l'eau, donc de l'eau sur le gouvernail. Il va vous permettre effectivement de maintenir un cap. Et c'est pas demandé dans l'exercice, mais on va voir que la force que l'on doit exercer sur l'eau au niveau du gouvernail, vous allez voir, elle va être assez forte. Donc c'est là que c'est intérêt à être très résistant le gouvernail. Alors souvent, c'est les pièces fragiles qui vont casser en compétition, en course à voile. C'est souvent des pièces qui vont casser la pièce gouvernail, puisqu'elle va subir de très très fortes réactions, notamment quand on veut maintenir des caps un peu compliqués. On revient donc à nos forces. Le nombre de Reynolds exercé donc par l'écoulement externe d'air, bah, c'est la masse volumique de l'air, la viscosité de l'air, le vent relatif, attention, hein, comme sur les ailes d'avion, et là le vent relatif c'est pas V0, c'est celui qu'on vient de déterminer, et puis bah, la corde de la voile, bon celle-là on vous l'a donnée, et vous allez trouver 3 × 10⁻⁶. Évidemment c'est fait un peu exprès, c'est de manière à pouvoir évaluer facilement le CZ et le CX. Alors en effet, on vous a remis les courbes pour le profil NACA 4412, donc ça c'est une aile d'avion. 3 × 10⁻⁶, pas de problème, hein, vous avez les courbes qui sont indiquées, donc on n'aura pas d'ambiguïté, pas de difficulté. La projection donc du PFD au bateau. Alors maintenant, sur la trajectoire du bateau, donc pas d'accélération. On reprend le dessin. Voilà, donc pas d'accélération, donc la traînée de l'air et la portance de l'air. Donc la force du gouvernail, non, elle ne va pas intervenir. De toute façon, on ne la connaît pas, donc on ne voit pas comment on aurait pu l'évaluer. Les angles 45 degrés, il n'y a pas de problème. Et ensuite, même chose, PFD, mais perpendiculairement à la trajectoire. C'est là qu'on voit qu'il y a la force du gouvernail qui va intervenir, et vu qu'on ne la connaît pas, on ne peut pas utiliser cette propriété-là. Donc on va être obligé d'utiliser celle-ci. Et là, on est un peu coincé. C'est là qu'on va prendre une initiative. On va remarquer que la viscosité de l'air, elle est quand même très faible devant la viscosité de l'eau. Elle est 100 fois plus faible, en gros, hein. Donc on va se permettre, et on va le vérifier après, bien sûr, hypothèse, de négliger donc le terme de traînée de l'air devant le terme de traînée de l'eau. Puisqu'on se doute que la viscosité de l'air, d'ailleurs même la masse volumique, dans l'expression de la traînée, il y a un demi de mu la masse volumique, elle est, alors là par contre, 1000 fois plus forte dans l'eau que dans l'air. Donc on va se permettre de négliger la traînée de l'air devant la traînée de l'eau. Alors en effet, quand il y a compétition entre les deux, en général, la traînée de l'air est effectivement négligeable. Pour les raisons que la viscosité de l'air, la masse volumique de l'air est très faible devant celle de l'eau. Dans ces cas-là, bah, c'est bon, on a cette égalité-là. La surface de référence pour la voile, c'est comme pour un avion, on prend l'envergure fois la corde, donc ici on aurait 210 mètres carrés, donc c'est assez élevé. La force de traînée de l'eau, on l'a calculé, le vent relatif, on l'a, le mu de l'air, donc on va pouvoir en déduire le CZ, et on va trouver 1,4 pour le CZ. Alors ça tombe assez bien, voilà. Donc 3 × 10⁻⁶ pour le nombre de Reynolds, 1,4, crac, on a donc 12 degrés. Donc on a une incidence
de 12 degrés, ce qui nous donne un CX pour l'air de 0,015 si vous prenez l'autre courbe. Donc ça y est, j'ai trouvé I, donc l'angle que doit faire la corde de la voile du bateau par rapport au vent relatif, donc par rapport à la trajectoire. Alors on vérifie tout de suite notre hypothèse. La traînée de l'air, donc je peux la calculer puisque j'ai le CX, et je vais trouver 513 newtons. Alors devant la traînée de l'eau, 48 233 newtons, évidemment, on a bien fait de négliger la traînée de l'air devant la traînée de l'eau, sinon de toute manière on était coincé, parce qu'il nous manquait des équations. Donc conclusion, on fait un petit dessin, vous retrouvez la trajectoire, la vitesse du bateau par rapport à la Terre, la corde de la voile, le vent relatif, et donc on a un angle de 12 degrés. Le vrai vent, et on a donc un angle de 12 degrés. D'accord? Alors certains pourraient me dire, mais alors pourquoi vous avez mis la voile de ce côté-là et pas de l'autre côté? Alors on n'oublie pas que la traînée, elle est dirigée selon le vent relatif, et la portance, elle est perpendiculaire. Et la portance, évidemment, il faut qu'elle soit dirigée de manière à fournir une force motrice selon la trajectoire. Et on a intérêt à ce qu'elle soit la plus forte possible. Donc pour qu'elle soit la plus forte possible, pour que la projection sur X soit la plus forte, il faut effectivement donc incliner la voile dans ce sens-là et pas 12 degrés, mais de l'autre côté du vent relatif. Enfin, est-ce qu'il pourrait arriver plutôt? Oui, parce qu'on constate que sur la courbe de portance, on a un CZ qui pourrait atteindre 1,5, la valeur maximale. Bon là, effectivement, le décrochage de l'aile est moins grave que, il est beaucoup moins grave que pour un avion, parce que si la portance chute, bah, il va ralentir sur l'eau, mais on risque pas de se tuer comme dans un avion, pas de s'écraser. Mais en tout cas, on peut atteindre 1,5, c'est la valeur maximale du CZ, c'est le CZ max. Alors si on travaille avec un CZ max, 1,5, à ce moment-là, il nous faut un angle de 14 degrés, donc c'est juste 2 degrés de plus. Et qualitativement, on se doute que ça va augmenter V0. Alors on va le vérifier. Donc je ne change absolument pas le vent relatif. Enfin, en norme, oui, puisque V0 va augmenter, mais pas en direction. J'ai toujours 45 degrés. Enfin, j'ai pris toujours 45 degrés. Et là, donc j'écris l'égalité, comme tout à l'heure, en négligeant toujours la traînée de l'air, avec la traînée de l'eau et la portance projetée avec un angle de 45 degrés. Je trouve 14,9 mètres par seconde, 53,6 km/h. Donc qui mettrait 11,18 heures au lieu de 12 heures. Donc effectivement, il peut gagner un petit peu. Alors certains pourraient me rétorquer que c'est pas tout à fait 45 degrés, mais de toute façon, c'était pas demandé de faire ce calcul, c'était juste pour faire une évaluation. Parce qu'effectivement, le V-vent, il change pas, il est toujours à 50 km/h, et le V0, il est plus tout à fait à 50 km/h, puisqu'on a trouvé 53 et des poussières. Donc l'angle, c'est plus 45 degrés. Donc mon calcul est approximatif, c'est juste pour montrer qu'on a effectivement une augmentation de la vitesse du bateau, mais pas énorme. Donc on est quand même pas loin de la situation optimale. Donc voilà pour... Ah oui, je voulais faire un commentaire aussi sur le gouvernail. Alors après, maintenant que j'ai tous les éléments, je peux effectivement évaluer la force du gouvernail, et je constate que la force du gouvernail, elle correspondrait effectivement à la force de traînée de l'eau. Donc 48 233 newtons, c'est-à-dire 4,8 tonnes. Donc en fait, il faudrait la force exercée par le gouvernail sur l'eau ou par l'eau sur le gouvernail, c'est 4,8 tonnes. Alors le gouvernail, évidemment, il est fixé, et ensuite il était bloqué par des goujons, par des pivots, etc. Il était bloqué par des cordes, mais 4,8 tonnes, ça avait intérêt à être solide tout ça, pour ne pas casser. Et ensuite, si jamais vous avez besoin de changer de cap, 4,8 tonnes, ça fait beaucoup de bonhommes, parce qu'on va dire qu'un homme très costaud, il va pouvoir exercer aux alentours de 100 kg de force, si vous voulez. Donc là, 4,8 tonnes, il fallait une quarantaine de bonhommes pour pouvoir déplacer le gouvernail si on voulait changer de cap. Donc une fois qu'on avait le cap, on avait intérêt à pas le changer en cours de route. Bon, de toute façon, tous les calculs qu'on a pu faire, ils sont approximatifs, c'est clair. 30 mètres 30 mètres d'envergure pour le bateau, déjà sur la photo, on voit que c'est pas tout à fait cohérent, si le bateau fait 20 mètres de longueur. Bon, enfin, c'était histoire de voir comment on peut aborder la problématique du déplacement d'un bateau avec la voile, avec l'eau, et de constater que effectivement sur le déplacement d'un bateau, c'est la traînée de l'eau qui est primordiale, pas la traînée de l'air. Par contre, la portance de l'air, c'est elle qui peut être motrice sur les voiliers, les bateaux à voile, où justement il n'y a pas de moteur. Alors un dernier exercice pour clôturer cette séance et ce TD, l'exercice numéro 9. Alors là par contre très différent, puisqu'on va s'intéresser à la chute, alors
pas la chute libre justement, puisqu'on va prendre en compte la traînée de l'air, la chute d'un grêlon. Alors un grêlon, donc c'est de la glace. On va assimiler ça à une sphère, hein, pour simplifier, 3 mm de rayon, une petite bille, hein. On vous donne la masse volumique de la glace, il tombe verticalement, pas de problème. On vous donne le champ de pesanteur, on vous donne la viscosité de l'air. Et la première question, si l'air est assimilé à un gaz parfait, on vous donne sa masse molaire, la pression, la température, on vous demande de calculer la masse volumique de l'air. Ça, c'est une question de cours. Donc PV égale nRT, N le nombre de moles dans le volume V, c'est la masse sur la masse molaire, donc ρ la masse volumique, M sur V, grand MP sur RT, 1,28 kg m-3. Voilà, on avait pris 1,2 kg m-3 tout à l'heure avec l'air autour de la voile du dracard, donc ça fait cohérent. Ensuite, que dire alors de la poussée d'Archimède s'exerçant sur le grêlon? Alors là, l'exercice il est posé tel quel au CCINP. Comment on doit prendre cette question? On s'intéresse à un écoulement d'air externe autour d'un obstacle sphérique, donc on est exactement dans le cours. Donc à ce moment-là, il y a bien une traînée et il y a a priori une portance. Sauf que sur un écoulement externe autour d'une sphère, normalement, la portance, on dit qu'elle est nulle par symétrie. Donc la poussée d'Archimède, ce serait la résultante des forces de pression autour du grêlon. Puisqu'on est dans l'air, on sait que la pression, elle va pas varier autour d'un grêlon de 3 mm. Donc la pression est uniforme sur une surface fermée. Donc normalement, la résultante des forces de pression, elle est plutôt nulle. Donc cette question, elle est un peu moisie, hein, bon. Enfin, en tout cas, si on veut vous faire calculer la poussée d'Archimède, bah, c'est pas tout à fait vrai non plus, puisque l'écoulement d'air, il n'est pas statique. En tout cas, tout à l'heure, on a fait comme si on pouvait calculer une résultante des forces de pression avec la poussée d'Archimède. Bon, bah alors, regardons ce que ça donnerait. Donc, ce serait la masse d'air qui occuperait le même volume. Donc, ρ fois 4 du pierre cube fois g, hein, pour avoir des newtons, pour avoir une force. Et on aurait 1,42 10-6 newtons. Alors que le poids, évidemment, c'est 9,97 10-4 newtons en prenant la masse volumique de la glace. Alors, en fait, il suffit de comparer ρ et mu, hein. Donc, on constate que puisque ρ est très petit devant mu, la poussée d'Archimède serait très petite devant P. Bon, de toute façon, il n'y a pas de portance. Sur un écoulement d'air externe autour d'une sphère, si la sphère ne bouge pas, il n'y a pas de portance. Donc, il n'y a pas de résultante des forces de pression proprement dit. Donc, il n'y a pas de poussée d'Archimède. Alors, de toute façon, ce qu'on appelle traîner, c'est pas uniquement les actions de viscosité de l'air, c'est viscosité et force de pression, hein. Vous savez que tout est un peu mélangé en écoulement externe. Donc, cette question est un peu tirée par les cheveux. Bon, on y a répondu, mais pas très intéressant. Dans la question de A, par contre là, ça devient plus intéressant. On cherche la vitesse atteinte par le grêlon en régime permanent. On se place dans le cadre d'une hypothèse de vitesse faible, donc un écoulement externe laminaire, avec une force de traînée qui vérifie alors la loi de Stokes linéaire. Donc ça, on l'avait vu dans le cours. Donc pour les écoulements laminaires externes, à ce moment-là, la force de traînée indirectement se retrouve proportionnelle à V. Donc on dit qu'elle est linéaire. Déterminer la vitesse limite atteinte. Alors on applique le PFD au grêlon dans le référentiel terrestre galiléen, donc la masse fois l'accélération égale le poids et la traînée. Il n'y a pas de portance. Alors même si on vous a expliqué que la poussée d'Archimède était négligeable, il n'y a pas de poussée d'Archimède puisqu'il n'y a pas de portance. Bon. Donc il n'y a que la traînée, on prend la formule qu'on vous a donnée, elle s'oppose bien donc au déplacement, hein. Le déplacement donc il se fait, le dessin il est là. Voilà, la force de traînée elle s'oppose bien au déplacement, donc elle est bien selon plus UZ. On obtient une équation différentielle du premier ordre, mais en régime permanent, la vitesse ne varie plus. Donc la vitesse limite, bah, c'est quand dv sur dt égale 0. Donc mg sur 6pi est à r. La masse du grêlon, c'est 4 tiers du pierre cube fois ρ, la masse volumique de la glace, mu, pardon, la masse volumique de la glace, et on obtient cette formule. On trouve 882 mètres par seconde. Oula. Là, ça va très très vite. Là, c'est quasiment, c'est même plus que la vitesse d'un projectile, d'une balle de fusil, hein. Alors, on va voir pourquoi. Pourquoi il y a une incohérence. Donc, si on calcule le nombre de Reynolds pour l'écoulement externe d'air autour de l'obstacle, donc ρ, par contre, ici, masse volumique de l'air, sur état, vitesse limite, 2R, donc le diamètre de la bille, 3,4 10 puissance 5. Évidemment, c'est plus grand que 1000. Donc, on est très loin d'avoir un nombre de Reynolds plus petit que 1 pour que l'écoulement puisse être considéré comme laminaire. Donc, le voilà, l'incohérence, elle est ici, c'est que le modèle est faux. Donc, l'écoulement externe d'air autour du grêlon, bah, il ne peut pas être laminaire. En tout cas, pas dans ces conditions. Il ne peut pas être laminaire. Donc, notre modèle est complètement faux et la vitesse limite, ce sera certainement pas 882 mètres par seconde. On va donc bien sûr passer à un autre modèle.
On va passer à un modèle de vitesse élevée, donc plutôt un écoulement externe d'air plutôt turbulent. Donc on reprend l'expression de la traînée qu'on vous a fournie dans l'énoncé. Alors ils n'ont pas mis un demi, ils ont mis K. On retrouve, il n'y a pas le CX, donc si vous voulez, K c'est un demi de CX, bon, indirectement, mais on vous a donné la valeur de K, donc on n'en parle plus. Rho, masse volumique de l'air. Pi r carré, c'est le mètre couple, la surface de référence pour une sphère, la section droite perpendiculaire à la vitesse du vent relatif. Et V carré, alors même chose, en vitesse limite, quand l'accélération est nulle, on obtient donc la vitesse limite, on trouve 10,9 mètres par seconde, ce qui fait environ presque 40 km/h, c'est un peu plus cohérent, pour quelqu'un qui s'est retrouvé sous la grêle, ça paraît un peu plus cohérent. Le nombre de Reynolds dans ces conditions, on trouve 4204, c'est bien plus grand que 1000, c'est bien turbulent. Et si il n'est pas trop grand, ce qui est le cas ici, on n'est pas en crise de traînée, donc le CX il est bien constant, donc le coefficient K il est bien constant. Donc c'est tout à fait cohérent, on est sur un écoulement turbulent. Alors dans la suite de l'exercice, on va essayer de trouver la condition pour pouvoir considérer que l'écoulement externe est laminaire. Donc pour cela, il faudrait que le nombre de Reynolds qu'on exprime comme ceci, en remplaçant V limite par son expression trouvée précédemment avec le modèle de la loi de Stokes linéaire, il le faut plus petit que 1 pour que ce soit cohérent. Donc on a bien une condition sur R, le rayon de la bille, le rayon du grêlon, qui doit être plus petit que cette expression. C'est ce qu'on va appeler R max. Et on trouve 4,3 10-5 mètres, donc 43 micromètres. Donc effectivement, là, c'est un grain de poussière, quoi. Il faut vraiment qu'il soit extrêmement petit pour pouvoir considérer l'écoulement d'air laminaire autour de cet obstacle. De la même façon, pour pouvoir considérer que l'écoulement est turbulent, même chose, nombre de Reynolds, expression de la vitesse limite dans le modèle de l'écoulement turbulent, plus grand que 1000 si on veut que ce soit turbulent, donc on a une condition sur R qui doit être plus grand qu'une certaine valeur, qu'on appellera donc R minimal. Et là on trouve 1,15 mm. Donc pour pouvoir considérer que l'écoulement est turbulent, il faut que le grelon ait un rayon plus grand que 1,15 mm. Donc on avait 3 mm dans l'exercice, donc c'est tout à fait cohérent. S'il est compris entre 43 micromètres et 1,15 mm, l'écoulement d'air externe est alors transitoire. Et là, le problème, c'est qu'on n'a pas d'expression simple, puisque là, le CX, il va varier en fonction du nombre de Reynolds, il ne va pas être constant. C'est tout. Donc c'est tout pour cet exercice, et c'est tout pour cette séance de TD. Samedi matin, donc ceux qui sont absents, si vous revenez, c'est le début du TD numéro 14 sur les bilans macroscopiques et le théorème de Bernoulli en mécanique des fluides.